Bonjour à tout le monde, bonjour Corinne, je suis heureux d'accueillir Corinne Lecher sur ma chaîne YouTube. Bonjour Cédric, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Corinne, pratiquant justement la constellation familiale, la thérapie aussi individuelle, va nous parler du couple aujourd'hui, couple solo, couple recomposé, à voir voilà, ce que nous allons faire ressortir aujourd'hui lors de cette interview très spontanée. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager au niveau du couple? Peut-être cette vision déjà de la systémique est super intéressante et que tu sais voilà, si bien partager. Déjà, le couple, c'est jamais facile. Hein. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Si on part dans l'idée que le couple, c'est facile et que c'est comme dans les contes de fées, hein, le prince qui rencontre enfin la princesse qui rencontre le prince et qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, si on reste là-dedans, c'est foutu d'avance. Moi, il y a une très jolie phrase que j'aime beaucoup et c'est aussi une image qu'on peut garder, c'est dans un couple, on n'est jamais deux. D'un point de vue systémique, on est au minimum six dans le même lit. Alors, oui, alors c'est pas cool, mais en même temps, c'est une réalité. Ça veut dire que quand on rencontre une personne en face, on n'est jamais seul, nous. Ça veut dire que c'est nous et nos deux parents et leur histoire de vie qu'on a vécue en étant enfant. Et c'est le conjoint aussi avec ses deux parents, d'où le 6 dans le même lit. Et des fois, ça peut même être 12, 14, 18, 20, selon les expériences de vie qu'on a eues. Et c'est vrai que il faut pouvoir gérer entre toutes ces personnes. Et le but du couple, c'est de réussir à être que deux dans son lit, à la base. Ça serait bien. À la base, oui. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça commence. C'est ce qu'on s'imagine, c'est ce qu'on croit que quand on rencontre une personne, on est un et un. Et en fait, non, parce qu'on vient avec toutes nos histoires. Tu vois, si c'est la première fois, on vient avec l'histoire de nos parents, voilà. Et puis si c'est une deuxième, une troisième, une quatrième histoire, si on a été marié, divorcé, si on a des enfants, si on a eu des enfants de plusieurs mariages, tout ça, ça vient se rajouter et ça vient prendre de la place dans notre nouvelle histoire qui arrive. Ouais, complètement. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on a souvent l'impression aussi d'épouser sa belle-mère aussi par la même occasion, hein. Donc, ne serait-ce pas nécessairement dans son lit, mais dans la relation de ce qui est là. Donc, c'est aussi complexe. Ouais. Mais c'est Vraiment. pour les deux côtés la même chose, hein. La belle-mère du côté masculin, on le retrouve aussi du côté féminin. Et Le ça beau-père, dépend. Voilà. Ça dépend toujours de comment est-ce qu'on a nous-mêmes réglé nos problèmes avec notre propre mère déjà, avec nos propres parents. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, moi, je trouve, dans une relation de couple, quand on veut vraiment que ça fonctionne, il faut aller regarder ces aspects-là en nous. C'est quoi notre relation à notre mère, à notre père et au couple parental qu'ils ont formé? Est-ce qu'on est au clair avec ça? Est-ce qu'il y a eu des choses qui nous ont dérangés ou il y a des choses qui ne se sont pas bien passées? Et puis après, de pouvoir voir comment ça résonne en nous aujourd'hui. Si je prends mon exemple, tu vois, regarde ma mère et mon père, ils ont divorcé quand j'étais très petite. Et moi, j'ai toujours dit, si je me marie, ça sera pour la vie. Je ne divorcerai pas. Et regarde, tu vois, je suis divorcée. Et j'ai fait tout mon possible pour ne pas divorcer. Ça veut dire que je suis restée dans un couple qui était malsain, qui ne me convenait pas, qui était douloureux, parce que j'avais cette idée que non, je ne divorcerai pas pour ne pas faire comme mes parents avaient fait et pour ne pas faire subir ça à ma fille, ce que j'avais vécu moi, dans ouais. l'absence du père, etc., etc. Et voilà, c'est humain, c'est normal, tu vois, on a ces idées-là à l'intérieur de nous. Et l'important, c'est de pouvoir les voir, de pouvoir commencer à les comprendre et à faire un travail de libération de ça. Parce qu'en fait, il y a pas de règle, il n'y a pas une manière de faire un couple. Le couple, c'est tellement vaste. Et c'est quelque chose qui se décide à deux, avec les deux personnes. Mais pour décider à deux, il faut vraiment être deux. Si tu décides à deux, mais qu'en fait, il y en a quatre derrière ou six derrière qui influencent ce que tu es en train de dire, déjà l'autre, il va le sentir et il verra bien que c'est pas cohérent. Et puis en plus, ça va pas fonctionner parce qu'il y aura ce qui est dit et il y aura tout ce qui est ressenti, tout ce qui est porté dans le message, tout le côté énergétique et le côté systémique qu'on porte en nous, hein, et qui va faire comme ça des frottements. Et le couple aura des tensions, ce qui est normal. Ouais, c'est intéressant justement ça. Je voulais te poser la question que quand tu parles d'influence, bon là tu l'as aussi plus ou moins répondu, cette influence énergétique systémique qui nous influence, qui appuie, qui pousse en fait derrière nous, parce que pour les personnes qui ne sont pas ouvertes à l'énergétique ni à la systémique d'ailleurs, comment leur expliquer, comment leur dire, ben voilà, il y a l'influence de papa, il y a l'influence de maman. Euh,
Ben, d'un point de vue physique, on le sait déjà. Tu sais, il n'y a pas seulement le côté énergétique, on peut revenir très, très, très terre à terre. Hein. On est fabriqué par un spermatozoïde et une ovule de nos parents. Et dans notre sang, dans nos gènes, circulent toutes les informations qui nous ont été transmises par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et on peut remonter comme ça très loin. Ça, c'est l'épigénétique qu'il dit. Et ça, c'est une science à part entière maintenant qui est prouvée. Il y a même eu un reportage télé à la RTS, au journal télé, alors attention, c'est sérieux, hein, qui a parlé de ça et qui a pu démontrer l'influence sur le gène, donc sur les gènes et sur le comportement humain. Par exemple, en prenant le cas d'une grand-mère qui avait été violentée et qui avait donc des comportements dus à ça, et qu'on retrouvait la modification du gène jusqu'à dans la petite fille, qui n'était même pas au courant de l'histoire, mais son génome, donc dans ses cellules, ça a été modifié et on retrouvait ce gène du traumatisme. Donc tu vois, et ça, nous, dans les constellations, on dit que ça peut aller jusqu'à 7 générations en arrière. La science le prouve jusqu'à 3. C'est déjà pas mal, mais ça veut dire que c'est une réalité. Donc rien que physiquement, on porte en nous toute l'histoire, le sang, les gènes, les maladies génétiques et toutes ces choses-là aussi, les pathologies, on dit toujours, pour certaines maladies, tu vois, on dit oui, je tiens ça de mon père ou de ma grand-mère, etc. On est tous comme ça dans la famille. Déjà là, on le voit, ça veut dire qu'on porte ça en soi. Donc du point de vue physique de base, il y a déjà ça. Et puis, du point de vue psychologique de base, on sait très bien que quand il nous arrive un traumatisme, il va y avoir une trace, une blessure. Hein. Les blessures physiques, on les voit bien quand on se coupe. Il y a une cicatrice et ça reste une petite trace. Les blessures psychologiques et émotionnelles, on ne voit pas les cicatrices, mais on en a tout autant à l'intérieur de nous. Et ces cicatrices-là, elles vont se réactiver quand on va rentrer en contact avec une nouvelle personne qui va venir justement, et c'est ça qui est magnifique en fait dans le couple, je postais ça ce matin sur Facebook, c'était l'effet miroir. Le couple, c'est le plus bel endroit pour travailler sur soi, parce que la personne en face de nous, elle va nous montrer tous ces endroits de nous qu'on n'a pas résolus et qui sont traumatisants et douloureux pour nous simplement par sa présence, elle ne le fait pas exprès. Et ce n'est pas elle le problème en fait, c'est nos blessures qu'on n'a pas résolues. Nos blessures avec nos anciens conjoints, nos blessures avec nos parents d'enfance. Donc tu vois déjà rien que de ne pas aller aussi loin qu'avec les parents, les grands-parents, aller dans l'énergétique ou dans le systémique, qui est une réalité qui existe, hein. Puis après il y a encore le côté karmique, si on veut aller jusqu'à là. Mais déjà rien que là, dans le domaine psychologique et émotionnel, on a tout ça en nous. Et l'autre, et plus on est proche, plus il y a une relation proche et intime, plus cet effet miroir va se faire. Alors après, tu as le choix. C'est ou bien tu fais avec ça et tu en profites, donc tu utilises cette réalité humaine pour dépasser tout ça, les transformer en toi et monter ton couple à un autre niveau. Ou alors, tu as des conflits tout le temps avec la personne et à un moment, tu en as marre et tu te tailles, quoi. En réalité, c'est ça. Ouais, super intéressant là ce que tu partages, quoi. Justement au niveau de l'effet miroir. Et souvent, l'autre peut reprocher, oui, mais regarde, tu viens chaque fois me chercher là où ça me fait mal, tu viens à chaque fois appuyer. Et finalement, sans se rendre compte que, oui, les blessures étaient déjà là, avec des ex, avec papa, Exactement. avec maman. Et c'est vrai que tant qu'elles ne sont pas guéries, eh bien, ça se réactive tout simplement, quoi. Et ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas être blessé de quelque chose qu'on a totalement accepté, qu'on a totalement réglé en nous. Ça, on le voit dans le travail de thérapie. Hein. Quand quelqu'un vient et nous parle d'une difficulté, le fait de travailler ça, de réparer cette blessure, hein, d'en prendre déjà conscience, tu vois, le couple, il nous permet déjà de prendre conscience de ça. C'est déjà un grand pas, c'est déjà magnifique de pouvoir faire ça. Tu vois, prendre conscience de toutes ces blessures que tu as et que tu n'avais pas vues. Donc déjà, rien que pour ça, on peut dire merci à son partenaire, tout comme on peut dire merci à ses enfants, ils font la même chose. Et on peut dire merci à ses parents parce qu'ils nous montrent ça aussi. Donc, on peut déjà être dans la gratitude pour ça, de pouvoir voir tous ces endroits en nous qui ne sont pas clairs. Et puis après, on peut le travailler, hein, tout seul si on arrive à le faire parce qu'on a des techniques, ou accompagner
Peut-être pas, des fois il y a besoin d'une séance pour régler un truc, et ça ne doit pas être de la psychothérapie sur 15 ans. Ça généralement, enfin voilà, c'est pas forcément efficace. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc voilà. L'accompagnement que je propose, c'est pas sur 15 ans, c'est soit 3 mois intensifs, voilà. quelques mois, mais pas 15 ans en tout cas. Aussi, ouais. Mais souvent c'est ça, les gens ils s'imaginent que faire un travail en psychothérapie, et c'est pas le terme exact, mais en thérapie, ça va durer long. C'est obligé d'être long. Et c'est pas vrai. Ça peut être très simple, ça peut être très facile, ça peut se débloquer très facilement si on va toucher au bon endroit. Et donc, on peut faire ça. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on a réglé ça? L'autre personne, elle ne va pas changer de toute façon, puisqu'on ne peut pas changer l'autre. Ça, c'est la grande illusion qu'on a dans les couples, et c'est celle que j'ai eue aussi. Donc là, je la connais très bien. Tu vois, pendant 10 ans, je me suis dit, mon ex-mari va changer. Il va changer parce qu'en fait, il m'aime. Et comme je l'aime, il va changer. Et donc, au début, c'était cette idée-là, tu vois, très fleur bleue, etc. Et ça ne marche pas. Comment dire ça? Ça vient d'où, en fait, cette idée que l'autre va changer? Par amour. Oui, mais c'est quoi? C'est les contes de fées de Walt Disney? Ou ça vient d'où? Ce fantasme, ce rêve, cet idéal, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est vrai que c'est tellement puissant dans un nombre de couples, mais qui est dingue. Ah oui, mais l'autre, il va changer, l'autre, il va se transformer parce que je l'aime. Et c'est tellement profond et tellement puissant, cet idéal, cette croyance inconsciente, ce programme, je ne sais pas comment le nommer, mais en tout cas, c'est une réalité qui est là, mais qui est incroyable, comment elle est puissante dans les couples, quoi. Mais en fait, elle vient d'une part de ces contes de fées qu'on nous abreuve, mais aussi des films, tu vois, tous ces films qu'on voit, etc., etc. Donc, elle vient de la société. C'est un inconscient collectif qui existe. Et puis, c'est vrai qu'on a tout un côté qui nous vient de la nature humaine, tu vois. Au départ, il y avait la fusion avec maman dans le ventre. Donc, on doit fusionner. Il y a cette envie d'unité qu'on a perdue. D'abord avec maman, parce que c'est le premier truc physique qui nous est arrivé, mais aussi, si on y croit, si on est porté sur ce domaine-là, avant, quand on était ailleurs. Donc, de tout ce qui est les âmes, le travail d'âme qu'on peut faire. Et donc, du coup... L'unité avec la source, on peut le dire, pour ceux qui sont spirituels, cette union avec Dieu, la source, l'univers. Exactement. Voilà, donc il y a ça qui aussi s'impose là, tu vois, dans la religion, dans la spiritualité, ça a été aussi beaucoup dit. Et on parle souvent du couple comme étant notre moitié. Il faut trouver notre moitié pour être complet. Ce qui est totalement faux à la base. C'est pas possible. On est des personnes entières. Je suis d'accord avec toi, et tu peux chercher longtemps ta moitié ou l'amour de ta vie. C'est ça. Je suis revenu après 2 divorces aussi. Là, je comprends bien. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple du Tao pour ça. Parce que le Tao, il est très simple à montrer. Donc, le Tao, c'est ce sigle noir et blanc, le yin et le yang. En fait, ce sigle du Tao, il montre exactement comment fonctionne l'univers. Et on peut le reprendre pour le couple. Simplement, il a été mal compris. Ça veut dire que quand on voit le Tao, on voit ce cercle avec le blanc et le noir. Donc 2 parties, la dualité qui existe, qui est sur Terre, et qui peut représenter le couple. Le couple, ce serait ça, tu vois. Et il y a donc une partie de noir qui représenterait le féminin, puisque c'est comme ça que c'est vu dans la médecine, dans le taoïsme, et le blanc qui représenterait le masculin. Et dans chaque partie, il y a une petite partie de la couleur opposée. Ça veut dire que dans le féminin, il doit y avoir une petite partie de masculin. Et dans le masculin, il y a une petite partie de féminin, mais pas trop. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, déjà là, il y a un problème, c'est qu'on dit aux hommes qui doivent avoir un côté féminin, qui doivent développer leur côté féminin, donc ils doivent se concentrer sur le petit point là. Et pour les femmes, on doit leur dire, devenez indépendantes, débrouillez-vous, soyez plus dans le côté masculin, avec tout ce que ça implique. Mais avant de faire ça, il faut déjà être bien dans son masculin pour un homme. Si déjà on n'a pas réglé nos problèmes avec notre masculin, ça sert à quoi de développer le féminin? Le féminin, il ne doit pas être à moitié en nous. Tu vois, quand on parle de cette unité qu'on doit faire à l'intérieur de nous, c'est pas moitié-moitié déjà. Tu vois? Et ce sigle le montre très bien, c'est une petite partie
qui doit être ça, et qui doit être correct, qui doit être en harmonie. Mais d'abord, il y a le gros truc à régler. Et ensuite, quand tu te mets en couple, bah, tu te rends bien compte que si la partie de l'un, la petite partie ou la grosse partie n'est pas équilibrée, bah, tu peux déjà pas faire ce sigle-là, cette réunion-là, cette unité qu'on imagine. Mais en même temps, il manque un bout là-dedans. C'est que le Tao, c'est pas une figure fixe. On la voit sur les papiers comme ça, mais en fait, elle est en mouvement. Elle tourne tout le temps. Ça veut dire que tout change, tout évolue. Et tu peux pas fixer les choses comme ça, de manière générale. Donc oui, il y a un homme, une femme, et on a cette envie de retrouver l'unité. Mais cette unité, elle ne peut se faire qu'à partir de notre unité intérieure entre, pour la femme, son féminin, mais surtout son féminin et ce petit côté de masculin, et pour l'homme, son masculin avec ce petit côté de féminin. Donc, être entier en tant que femme, être entier en tant qu'homme, et décider consciemment de se réunir, les deux ensemble à niveau, dans un bon équilibre, pour pouvoir faire la création et le mouvement. Et généralement, c'est pas ce qu'on fait. Ben ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup cet exemple-là pour le couple parce qu'il montre vraiment les endroits où on peut travailler. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais mon mari, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de machin comme ça, il ne montre pas ses émotions. Oui, bah ça, c'est un truc féminin. C'est un truc féminin. Et quand on reproche à l'autre de ne pas faire ça, ça veut dire qu'on n'est pas au clair avec le fait de le faire nous, déjà. Tu vois? Et si un homme vient dire, oui, ma femme, elle ne sait pas se débrouiller toute seule, elle ne sait pas faire les choses directement, elle tergiverse, elle va à droite à gauche, etc., etc. Elle ne sait pas mettre de limites aux enfants, il faut toujours que ce soit moi qui fasse la loi. Bah oui, mais ça, c'est un truc masculin. Donc, ça veut dire que ce monsieur, cet homme-là, il n'est pas au clair avec ça, avec son rôle de masculin qui est de mettre un cadre, une limite et de donner des règles pour apprendre à avancer dans la vie. Tu vois? Mettre une structure, effectivement. Quoi. On reproche toujours à l'autre ce avec quoi on n'est pas au clair à l'intérieur de nous. Ça, c'est une réalité. Complètement, ça je t'approuve à 2000%. Quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui se jouent inconsciemment dans une relation de couple. Tu vois, déjà, ça, c'est la base qu'on peut travailler rien que pour nous. Et on n'a pas besoin d'aller voir dans les constellations familiales pour ça. Après, se rajoutent encore les histoires de constellations familiales, les trucs énergétiques et les trucs karmiques. Parce que, ben voilà, ça en fait partie. Mais déjà, il y a cette base-là, psychologique, émotionnelle, et de notre passé avec nos anciens couples et notre enfance, comment est-ce qu'on a vécu notre enfance par rapport à nos parents. C'est vrai que par rapport au yin-yang, ce que j'aime bien, moi, je le nomme différemment, c'est que j'appelle nos noces alchimiques. C'est vraiment déjà cette unité du masculin et du féminin en soi. Et c'est vrai que c'est impossible de trouver une unité physiquement entre un homme et une femme si déjà à l'intérieur, bah, tu n'as pas trouvé cette unité. Et c'est complexe, quoi. Les gens veulent l'harmonie, veulent l'amour, veulent le bien, le beau, le gentil, etc. Oui, mais commence déjà ton travail intérieur, puis après on en discutera à l'extérieur, quoi, parce qu'ils n'ont pas compris que le changement commence par l'intérieur, malheureusement. Quoi. C'est ça, exactement. Et dans un couple, c'est ça qui est, encore une fois, je le dis, c'est ce qui est magnifique, c'est que ça peut nous permettre ça. C'est l'une des relations les plus sacrées qui peut nous permettre de faire cette transformation intérieure. Et en s'autorisant chacun à faire cette transformation intérieure, ça permet aussi, et ça autorise l'autre à le faire. Et quand les deux sont dans cette même dynamique de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, eh ben, le couple, il peut passer à un niveau supérieur et atteindre ce que tu appelles les noces alchimiques ou alors le couple sacré. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Mais pour ça, il faut que les deux y soient d'accord et il faut que les deux ils se mettent dans cette dynamique-là d'évolution personnelle sans aller taper sur l'autre en disant voilà. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un nous tape. On ne peut pas accepter la violence, qu'elle soit sous quelque forme qu'elle soit, que ce soit la violence physique, psychologique, émotionnelle, sexuelle, matérielle. Ça, c'est hors de question. Voilà. Il n'y a aucune raison d'accepter ça, même pas pour notre évolution. Même si on est confronté à ça, ça veut dire qu'on a quelque chose à régler qui là va se retrouver du point de vue familial, ancestral, voire karmique.
Donc ça, c'est évident que si on se retrouve dans ce genre de situation dans un couple, c'est qu'on a là des choses à travailler. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on n'accepte pas ça sous principe d'évoluer. Moi, je l'ai fait. Et c'est pour ça que je peux dire que c'est une mauvaise idée. Parce que moi, à partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais pas le changer lui, je suis partie dans cette dynamique-là de vouloir me changer moi. Mais pas à partir du point de vue je me change moi, pour mon évolution. Je me change moi pour que lui, il change. Et ça, c'est le truc encore plus pourri à faire. C'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Voilà. Une forme de manipulation, c'est également quoi. Exactement, tout à fait. Et donc ça, c'est pas une bonne idée. On ne peut pas faire ce travail de changement intérieur pour attendre une réaction de l'autre à l'extérieur. Parce que ça part du mauvais endroit en soi. C'est clair que ça va faire changer. Dans un système, dès qu'un élément du système change, le système doit changer pour retrouver son harmonie. Mais c'est vrai que l'intention de base, elle n'est pas idéale, quoi. Ah non, c'est pas qu'elle n'est pas idéale, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et le résultat ne fera pas un changement positif. Clairement pas. Et comme dit, ça, je peux l'affirmer aujourd'hui haut et fort parce que je l'ai vécu. Donc oui, je suis peut-être qu'une seule personne, mais voilà, j'ai ces connaissances-là, j'ai cette conscience-là pour l'avoir vécu. Ça marche pas. Il y a d'autres moyens. Merci du partage de cette expérience très, très, très. Donc, c'est ça qui est important, hein, c'est de bien comprendre de où ça part en nous. Notre couple, ce qu'on a envie de former avec quelqu'un, ça part de où en nous? Ça part d'un manque, ça part d'un besoin, ça part d'un désir, ça part d'une intention. Tu vois? C'est toutes ces choses qu'il faut se poser la question avant d'aller en couple le mieux. Et si on est déjà en couple et qu'on ne sait pas poser ces questions, c'est important de se les poser. Pour justement, à moins que le couple va bien, hein, si le couple va bien et qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de se poser ces questions-là, on est d'accord. Hein. Mais si on veut former un nouveau couple, moi je pense que c'est vraiment important de se poser ces questions-là. Pourquoi je veux être en couple déjà? Ça part de où cette envie en moi? Et d'accepter ça aussi, hein, c'est tout un travail d'acceptation parce que oui, on a des besoins. Clairement, les humains ont des besoins vitaux, hommes ou femmes. On a besoin de tendresse, on a besoin de toucher, on a besoin de sexe, ça fait partie de la vie. Ce sont des besoins. On a besoin de considération, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de pouvoir échanger les uns avec les autres et avec une personne en particulier avec qui on peut vraiment avoir ce sentiment de pouvoir être soi-même, être compris par une personne en particulier. Ça, c'est totalement humain et c'est normal. Par contre, c'est vrai, comme tu le dis, c'est beaucoup plus préférable de connaître ses propres besoins avant de se mettre en couple parce qu'au moins, tu sais qu'est-ce que tu viens nourrir dans le couple. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu viens chercher et ce que tu viens donner toi aussi. Et quand ça, on peut l'exprimer clairement, l'autre, déjà, ça lui permet de se donner une idée si oui ou non il peut donner ça ou pas. Et après, de partir sur ces bases-là. Alors après, il ne faut pas rêver. Hein. Ça a beau commencer comme ça, et ça, je l'ai vécu aussi, où les choses étaient très claires dites depuis le début. Et à un moment, ça n'a pas fonctionné parce que la personne s'imaginait pouvoir le faire, s'imaginait pouvoir être comme ça, mais ne voulait pas aller travailler ce qu'il y avait à travailler. Donc, c'était oui, je suis d'accord, hein, je suis d'accord, oui, il y a les paroles, mais il n'y a pas les actes derrière. Et le travail ne se fait pas, on préfère s'enfuir. Donc ça existe aussi. Et ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences de vie. C'est des choses qu'on doit prendre en compte et c'est aussi une réalité que se mettre dans un couple, c'est accepter une possible souffrance, un possible rejet, un possible échec, qui n'est un échec que si tu n'apprends pas de tes erreurs. Complètement. Puis si tu arrêtes et que tu n'apprends pas, quoi. J'avais juste aussi envie de rebondir par rapport, et puis comme ça on va gentiment arriver au bout, quand tu parlais, quand il y a la violence, j'ai vraiment envie de souligner, de mettre en avant une notion, c'est le respect. Respect de soi, respect de l'autre. Et c'est vrai que, et se poser la question jusqu'où je suis OK de me respecter dans la relation. Quand tu parlais de violence psychologique, verbale, émotionnelle, etc., de différents types de violences, c'est vraiment les gens qui peuvent se retrouver dans cette situation-là, c'est se poser jusqu'où est-ce que je me respecte. Est-ce que là, je me respecte? Si je veux plus loin, est-ce que je me respecte encore ou pas? Et c'est vraiment cette notion de respect, je trouve, qui est
délicate, hein, parce que la notion de respect est très individuelle. C'est même Mais c'est vraiment se poser cette question, comment est-ce que je me respecte dans le couple? Comment est-ce que je me respecte dans cette situation-là? Comment je respecte l'autre aussi également? Voilà, j'avais juste envie de souligner ça. Par rapport à la violence, je trouve d'amener cette notion de respect, déjà de respect de soi, quoi. Comment est-ce que je me respecte là dans la relation, quoi. Alors, le respect, c'est super important, mais ça reste un mot. Et on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas à nos enfants, on ne nous l'a pas appris et la société ne nous l'apprend pas. Aujourd'hui, c'est on écrase les autres et c'est moi d'abord, moi je. Déjà. Donc, le respect de l'autre, c'est déjà oublié d'avance. L'enfant, il est égotique et c'est moi d'abord et les autres, on s'en fout complètement. S'il a, tu vois, le petit enfant, il va prendre la nourriture de l'autre, il s'en fout, lui, il veut manger. Il va prendre le jouet et il s'en fout de l'autre. C'est aux parents à lui apprendre ça. On apprend le respect des autres généralement, mais avec la punition si on ne le fait pas. Donc on devient des mauvaises personnes si on ne respecte pas les autres. Mais en même temps, on oublie totalement d'apprendre aux enfants, et donc aux adultes après, ils ne savent plus le faire, de se respecter soi-même. Complètement, quoi. Donc du coup, ce n'est pas un problème seulement dans le couple, tu vois, le problème, il vient de plus loin. Le respect de soi, il passe partout. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie d'apprendre. En tant que parent, ça c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est un message que je peux faire passer. C'est bien d'apprendre à respecter les autres, mais apprenez aussi à vos enfants à se respecter eux-mêmes. Et le respect, ça passe toujours par la parole, par la discussion, par la communication non violente. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre. C'est à parler pour soi en jeu, à pas accuser l'autre, et oser dépasser cette peur que si on dit ce qui vit en nous, bah, c'est forcément en conflit et en opposition avec ce que l'autre veut. Parce que bah, dans le cas du petit enfant qui va prendre le jouet avec lequel l'autre est en train de jouer, et du parent qui va lui dire « Ah, mais non, mais c'était son jouet que tu lui as pris, c'est pas bien, rends-lui, c'est lui qui l'avait avant », bah, l'enfant, il va se sentir comme ça. Il va se sentir pas respecté parce que son envie à lui, c'était d'avoir ce jouet. Et si on parle différemment en disant « Ah ben, je vois que tu es intéressé par ce jouet, pour l'instant, c'est lui qui joue avec. Mais peut-être on met un petit timer et après, c'est toi qui joues avec. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux de respecter vos envies d'avoir ce jouet ?» Avec comme ça, Hein? gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant. Et dans le couple, c'est ça aussi. Si on revient au couple, on n'a pas tous des envies pareilles, tu vois. Il y a certaines personnes, elles ont besoin ou envie de plus de tendresse et d'autres n'en ont pas forcément besoin ni envie. Il y en a, ils ont plus besoin de sexe, d'autres pas. Il y en a, ils ont plus besoin de liberté, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de sortir, d'aller voir leurs amis. Et d'autres sont plus fermés à l'intérieur, à être en couple, en cocon à l'intérieur. Et ça. Et en fait, c'est discuter de ça, discuter de ses besoins, de ses envies, accepter ceux de l'autre et trouver un compromis. C'est pas forcément un qui gagne cette fois et l'autre il perd, parce que souvent c'est ce qui se passe, il y en a un qui cède. Et ça, c'est pas bon dans un couple. Céder, c'est jamais bon. Il n'y a personne qui aime céder. Ça va créer de la rancune, de la rancœur, ça va faire des conflits. Et la prochaine fois qu'il y aura un sujet de désaccord, bah, l'autre, il dira « Oh, bah, moi, j'ai cédé la dernière fois, maintenant, c'est ton tour. » Et vous voyez, ça, c'est un cercle vicieux qui avance pas. Donc, c'est comment faire pour trouver un compromis, aller un pas dans la direction de l'un de l'autre. Ça, c'est le respect. Et puis un compromis où j'aime bien cette notion qui est gagnant-gagnant. Qu'il n'y a uniquement qu'un qui gagne, puis après, sinon, c'est des batailles d'ego. Ah, mais toi, la dernière fois, c'est toi qui as eu le jouet, moi, je le veux aujourd'hui. Je rigole, mais c'est un peu ça aussi, finalement, qui se rejoue au niveau des adultes, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est la base du travail systémique. C'est le troisième méta-principe systémique, enfin le troisième principe supérieur qui dit la relation équitable, l'équité entre donner et recevoir. Et pour qu'un couple fonctionne bien, il faut avoir une relation équitable. Ça ne veut pas dire égale, parce qu'on est tous différents. Et il y a beaucoup de gens qui mélangent ces deux mots. L'égalité n'est pas possible nulle part dans un couple, parce qu'on est déjà fondamentalement différents. Donc, il n'y a pas d'égalité possible entre les hommes et les femmes. Mais il peut y avoir une relation équitable.
Et Idriss Lahore, quand il m'a appris les constellations, il m'a toujours dit, et ça c'est quelque chose que je transmets aussi aux gens et que je garde en moi, c'est oui, donc on donne toujours un petit peu plus que ce qu'on a reçu pour faire augmenter la relation. Mais pas trop non plus, parce que s'il y a une personne qui donne beaucoup plus, l'autre là, en bas, il va se sentir en dette. Il aura l'impression de jamais réussir à rendre ce qui lui a été donné. Et là, ça crée des distensions et des problèmes, et les couples, généralement, ils ne tiennent pas. Mais c'est difficile à faire, cet équilibre entre donner et recevoir dans un couple. Ouais, effectivement, là, tu touches quelque chose qu'on pourrait développer encore longtemps. Je n'ai pas nécessairement envie parce que tu allé plus loin, mais c'est vrai que là, se donner et recevoir, waouh, ça pourrait vraiment faire l'objet d'une autre vidéo, quoi. Mm. Donc, je trouve tellement important parce que sinon, comme tu le dis, l'autre s'endette. Moi, j'ai vécu ça dans des couples où finalement l'autre me donnait, me donnait, me donnait. Mais oui, regarde, je suis heureuse de te donner. Oui, regarde, je peux donner beaucoup. Oui, mais attends, ben là, moi, effectivement, je me sentais en dette. Et donc, c'était difficile pour moi de gérer ça, quoi. Et là, bah, c'est le travail que chacun peut faire. C'est régler ses problèmes avec le fait de donner. Et l'autre, ça montre aussi un problème dans l'autre qui, lui, n'arrive pas qui a peut-être un problème là à régler, tu vois, avec les dettes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qui fait que cette personne n'arrive pas à recevoir sans avoir l'impression d'être en dette? Donc, tu vois, là, le travail, il peut se faire des deux côtés, pas seulement d'un seul. C'est juste, ça, c'était mon cas, justement, difficulté à recevoir. Donc, c'est vrai que c'est complexe, en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Et c'est un beau travail. Ce serait vraiment voilà, à développer beaucoup plus. J'ai l'impression qu'on peut développer beaucoup plus, à voir, en discuter entre nous, là, si tu as souhaité. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait développer des heures et des heures et des heures. C'est clair. Ah, bah ça, moi, je pourrais parler des heures du couple, ça, c'est évident, hein. Il y a encore tellement de choses à dire et puis tellement de trucs qu'on peut faire pour passer à un niveau supérieur de soi déjà, et puis après, passer à un niveau supérieur du couple, où c'est tellement nourrissant, où c'est tellement beau, où c'est tellement bon et où ça peut devenir, on va peut-être finir avec ça, où ça peut devenir quelque chose qui va nourrir aussi pas seulement le couple, pas seulement les enfants, s'il y a des enfants dans le couple, mais aussi toute la famille, qui va réparer toute la famille, qui va réparer aussi les autres couples et le monde, parce que ça peut devenir quelque chose qui est lumineux et qui va inspirer d'autres personnes. Même si ce n'est pas le but à la base, une relation de couple qui est saine, qui est posée et qui tend vers du sacré, c'est une réparation pour toute l'humanité, entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est aussi une intention qu'on peut se poser, sans en faire un but, sans en faire une obligation, sans en faire un challenge. Mais on peut avoir cette conscience-là aussi, que de réussir nous-mêmes à rentrer dans un couple sain, ça peut réparer toutes ces blessures qui sont faites au masculin et au féminin depuis longtemps. Parce qu'on ne peut pas réparer chacun dans notre coin. Chacun dans notre coin, on peut faire un bout du travail, hein, de réparer notre féminin, notre masculin, chacun de notre côté. Et il y a des cercles de femmes et des cercles d'hommes pour ça. Moi, j'en propose de temps en temps. J'aimerais bien en proposer plus d'ailleurs. Mais à un moment, il faut pouvoir le faire ensemble. Parce que sinon, on reste dans cette dualité. Et la vie, c'est le Tao. L'univers, c'est l'unité. Et ça passe comme ça, hein. Mais oui, et le partage, c'est clair que c'est en partageant avec l'autre que ça fait grandir. Et pour moi, le couple, c'est vraiment un laboratoire où on peut grandir et évoluer, et qui est juste extraordinaire. Mais il faut oser savoir se remettre en question et aller voir qu'est-ce que ça vient toucher. C'est ça. J'ai adoré quand tu as dit on peut être 6 dans son lit. Oui, 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 il faut les grands lits. Et c'est une réalité. Si on est un peu attentif à ça, si on y réfléchit, c'est exactement ça. Alors après, évidemment, c'est dit rigolo, mais c'est une réalité. Ouais, Une réalité. malheureusement. Et c'est vrai que ça demande vraiment de poser des saines limites par rapport voilà, pour que le couple soit préservé, pour qu'il puisse devenir sacré aussi également, quoi. Ah, mais de toute façon, mais c'est même pas les personnes extérieures, en fait. Tu vois, le problème de la belle-mère que tu dis, le problème, c'est pas la belle-mère en elle-même. Le problème, c'est qu'il y a une faille en nous qui fait qu'elle peut y rentrer. C'est tout. S'il n'y a pas de faille en nous, parce qu'on a réglé nos blessures et que tout va bien, mais la belle-mère, elle reste à sa place, hein. Complètement. Elle est à sa place de toute façon. C'est nous qui la laissons prendre une place qui n'est pas forcément juste, c'est pas elle, hein. Je te remercie, la Corinne. Je propose d'arriver
d'arriver au terme là, de cet entretien. Merci beaucoup. Merci à tous Merci ceux à qui toi. nous ont Merci à vous. écoutés. Merci de liker. Merci d'aller voir la chaîne de Corinne Le Chair et ce qu'elle fait aussi. À tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.